Salutations et bienvenue dans cette War Saga où on narre l'histoire des héros de légende de Warhammer. Et ceci est celle d'Orphéon Katakros, mortarque de la nécropole, celui choisi par Nagash lui-même pour devenir le commandant suprême des légions Ossiarques. Katakros a réussi à atteindre un statut aussi élevé, non pas par chance ou opportunisme, en tout cas pas trop, mais surtout grâce à sa volonté et une détermination telle qu'elle lui fera tenir tête aux dieux et pliera sous son joug les sous-mondes des morts de Shaiish. C'est d'autant plus impressionnant quand on réalise les origines si humbles qui ont vu naître Orphéon. Notre futur tyran a vu le jour en tant que simple mortel durant l'âge des mythes. C'était un citoyen d'une des cités guriennes de la République de Fleisch. Bon, ça s'écrit comme ça. Pour faire simple, je vais appeler ça Fleisch. C'était une culture qui prenait la liberté pour tous et refusait le concept de souverain. Somme toute, une philosophie assez avant-gardiste pour Warhammer. Cette république était aussi connue pour son érudition. Elle avait de grandes bibliothèques contenant des textes sur les questions martiales, ainsi que des bestiaires et des atlas racontant l'histoire de leur peuple, ainsi que le savoir qu'ils avaient amassé sur les bêtes indigènes de leur région. Pour le royaume des bêtes, c'est vraiment une culture assez paisible. La plupart des autres sont bien plus primitives. Bien souvent, ce sont des tribus de chasseurs qui survivent face à la loi universelle de Gur, celle de la survie du plus fort. Mais cette république semble tout de même avoir hérité de la volonté de liberté indomptable, caractéristique du royaume. Au sein de ce peuple, le jeune Orphéon a donc naturellement grandi dans le respect de chacun, des libertés individuelles et de l'amour de la démocratie. Non. Pour autant qu'on sache sur la suite des événements, Katakros est né et il avait choisi la violence. Malgré les valeurs de la patrie où il a grandi, les aspirations d'Orphéon étaient à vrai dire très éloignées de cette philosophie. Et sans grande surprise, ça lui a valu de ne pas du tout être apprécié parmi les siens. Très jeune, il éprouvait un besoin d'exceller dans tout ce qu'il entreprenait. Et toute forme de loisir était pour lui une faiblesse. On peut donc facilement imaginer qu'à Fleisch, il devait se voir comme un loup au milieu des moutons. Souvent dans les histoires, les gens tournent mal à cause du contexte où ils ont grandi ou de quelque chose de terrible qui leur est arrivé à eux ou à leurs proches. Mais dans son cas, il a grandi dans une culture qui avait les meilleures intentions et a quand même choisi la violence et la soif de pouvoir. Il est peut-être l'incarnation de la nature humaine en somme. Un tel tempérament l'a naturellement orienté vers une carrière militaire. L'art de la guerre, la tactique et la stratégie vont devenir sa raison de vivre, au point où il était convaincu d'être destiné à devenir un conquérant. Si la connaissance et le pouvoir, on peut dire qu'il vivait par cet adage en s'abreuvant de toutes les connaissances que pouvaient offrir les bibliothèques de Fleisch. Il cherchait à en retirer tous les avantages possibles sur le champ de bataille. Que ce soit des cartes pour évaluer des terrains, des rapports d'anciennes batailles, et ça allait même jusqu'à apprendre le comportement de certaines espèces animales, qui pourraient directement par exemple lui faire prévoir des événements météorologiques, ou encore repérer des comportements inhabituels qui pourraient lui faire déceler la présence d'ennemis. Il aura même fini par écrire lui-même des traités de stratégie militaire pour sauvegarder ses propres inventions. Le Sun Tzu d'AOS était né. Avec son acharnement, il a très vite gravi les échelons de l'armée de Fleisch. Cette ascension fulgurante aura sans doute encore plus fait croître son ego si c'était encore possible. Cependant, il s'est aussi bâti une mauvaise réputation parmi ses pairs. Enfin, parmi ceux qui se considéraient comme ses pairs. Encore une fois, il est fort probable que de son point de vue, il n'en avait aucun. Beaucoup ont commencé à le voir comme trop arrogant. Lors des duels d'entraînement, il avait tendance à faire durer les combats pour fatiguer et analyser le plus possible ses adversaires. Certains voyaient ça comme du sadisme, mais à vrai dire c'était plutôt de sa part de la curiosité morbide. À voir ce qui est vraiment le pire des deux. Ajouté à tout cela, il y avait aussi son inaptitude à faire preuve de compassion ou de pitié, chose qu'il voyait comme une limitation chez les autres. En bref, tout le monde semblait entrevoir la face émergée de l'iceberg du sociopathe qu'il était définitivement. Malgré tout, on ne pouvait pas nier ses résultats. Sous son commandement, de nombreuses menaces aux villes franches ont été stoppées, que ce soit de dangereux monstres de la mégafaune de Gur ou de nombreux envahisseurs issus de tribus barbares. L'un de ses plus hauts faits aurait été de contenir l'Omni-Horde des bêtes du chaos, située sur la côte de Sharak, et ce alors même que ses forces étaient sévèrement en sous-nombre. En utilisant habilement des catapultes projetant des flasques de feu et en étudiant le vol des oiseaux pour prévoir les mouvements du vent,
il a pu allumer un feu dans la forêt où se trouvaient ses ennemis, tout en prévoyant les mouvements du brasier. En ce faisant, il a pu les attirer à un endroit où il avait en préalable posté des soldats en embuscade. Et pour profiter au maximum de son avantage, il a ensuite lancé une charge de chars contre les hommes bêtes en déroute. Mais surprenamment, il s'est retrouvé seul dans sa charge, car ses troupes n'avaient apparemment pas réussi à le suivre. Il s'est alors retrouvé face à un immense gorgon. La créature l'éjecta de son char et l'attrapa. Il a tout de même réussi à percer le poitrail du monstre, mais même blessé, dans sa rage, la créature eut tout de même la force de le démembrer. Et oui, c'est comme ça que Catacross meurt. Grâce à lui, la République aura été sauvée de la menace de la Harde. Sa chute aurait été causée par sa trop grande confiance en lui et apparemment en ses troupes. Ouais, ça c'est la version officielle, mais personnellement j'y crois pas beaucoup. On a quand même affaire à quelqu'un capable de repérer le moindre changement sur le champ de bataille, qu'il s'agisse de l'environnement ou de ses troupes, et clairement ce n'était pas le type de général à surestimer ses soldats, bien au contraire même. On peut clairement dire que son opinion des autres était inversement proportionnelle à l'opinion qu'il avait de lui-même. Donc ma théorie, c'est qu'il a potentiellement été volontairement laissé seul par ses troupes. Comme on l'a dit, il n'était pas du tout apprécié. Ce ne serait pas étonnant qu'avec sa montée au pouvoir, il était vu comme un futur dictateur en puissance. Donc pour éviter un Palpatine, il aurait juste laissé charger vers sa fin. Il est mort en héros et la menace a été écartée. Mais comme on le sait, la mort n'est que le début du chemin qu'il nous faut tous prendre. Et c'est d'autant plus vrai dans les royaumes mortels, où toutes les croyances sur la vie après la mort se manifestent dans la réalité à Shyish. Si une culture croit au paradis ou à l'enfer, un mélange des deux comme dans la mythologie grecque ou encore au Valhalla, cela prendra forme dans le royaume des morts. Dans le cas du peuple de la République de Fleisch, leurs croyances étaient divisées en deux après-vies différentes. Il y avait le sous-monde de Necros, où allaient ceux qui croyaient que tous les efforts qu'ils avaient accomplis dans leur vie seraient récompensés par une existence de luxe et d'oisiveté. Et de l'autre côté, il y avait Ossia, où allaient ceux qui valorisaient avant tout le travail et la dignité, même après la mort. Alors que les Ossiens au sud travaillaient sans relâche, les Nécrosiens au nord avaient tout leur plaisir comblé. Donc, à votre avis, entre Necros où les morts se la coulent douce et Ossia où le travail et le grind ne s'arrêtent jamais, où est-ce que notre bon Orphéon a atterri? Oui, sans grande surprise, son esprit s'est éveillé à Ossia. D'autant que le sous-monde de Necros le répugnait, il les voyait comme faibles et vulnérables. On pourrait croire qu'une fois mort, son âme aurait enfin trouvé la paix et que ses aspirations de conquête se seraient éteintes, mais il n'en était rien. Du point de vue de Catacross, il avait simplement perdu le premier round. Très vite, il a rejoint l'armée du sous-monde d'Ossia, car oui, même les morts ne sont pas à l'abri du danger. Leurs terres peuvent être assaillies par d'autres morts venant d'autres sous-mondes, ou même par des envahisseurs vivants, car il est possible de voyager physiquement dans les royaumes des morts, ou encore des entités puissantes et dangereuses qui faisaient trembler les royaumes encore jeunes. C'était encore à l'époque où le panthéon de Dieu roi travaillait encore à apporter l'ordre au royaume mortel. Orphéon ne voyait pas sa mort comme un désavantage. Au contraire, il avait désormais tout le temps pour se perfectionner, approfondir ses connaissances et affiner ses stratégies. Il a créé des formations d'élite spécialisées dans différents domaines du champ de bataille, sans doute pour s'assurer que sa triste fin ne soit pas réitérée. Car même si les morts sont immunisés à la plupart des attaques conventionnelles, il est possible de les bannir et de les exorciser avec certaines armes ou sortilèges. Là aussi, Catacross a rapidement obtenu une position d'officier dans les échelons d'Ossia, en remportant des duels qui déterminaient la hiérarchie dans leur armée. Il s'est retrouvé sous l'enseignement des anciens généraux défunts de la République de Fleisch, qu'on nommait les tuteurs sépulcraux. Bien qu'il reconnaissait son potentiel en tant que commandant, il voyait aussi clairement qu'il lui manquait quelque chose. Sa froideur et sa poursuite constante de l'excellence le faisaient presque ressembler à une machine. Certains ne manquaient d'ailleurs pas de le comparer discrètement à un certain roi immortel. Mais le fait est que sous son commandement, là aussi, le sous-monde a été protégé face à de nombreuses menaces. Vers la fin de l'âge des mythes, le chaos avait commencé à infecter les territoires primordiaux autour d'Ossia qui était situé au centre de Shyish. Cela a provoqué des conflits qui ont été une opportunité parfaite pour Catacross de se bâtir une réputation dans les autres sous-mondes. Au sud des terres de Cadavaris, il a repoussé une infestation d'Omra jusqu'à la mer, où il les a laissés se noyer. Au nord de Praetoris, il a soumis des tribus de noirs serments
qui avait commencé à vénérer les puissances de la ruine. À chaque victoire, son nom devenait de plus en plus connu à travers les territoires primordiaux. Et à chaque fois qu'il libérait une région, il consolidait ses positions en annexant ces territoires. Pour leur protection, bien sûr. Il commençait enfin à réaliser son rêve de conquête, tout en passant pour un libérateur. Cependant, alors qu'il avait continué à soumettre des tribus dans les terres des Kuis à l'est, une alliance des armées de tribus d'Alost et de Cadavaris en avait profité pour se rebeller et attaquer les domaines de l'Empire Ossien. L'armée principale étant occupée, les Aviarches, ses messagers espions, informèrent Catacross de la situation. Il envoya un message assez sympathique aux tuteurs sépulcraux en leur ordonnant de s'occuper des rebelles sous peine de voir leurs âmes bannies ou être asservis par ces nécromanciens. Les tuteurs partirent à la bataille à contre-cœur avec une armée d'esprits. Mais la résistance des rebelles fut plus forte que prévu. Ils se retrouvèrent piégés dans une guerre d'attrition et ont tenu aussi longtemps qu'ils le pouvaient en attendant le retour de Catacross. Ce dernier a fini par arriver 12 semaines après et mis fin à la rébellion. Il ne restait alors plus qu'un seul tuteur sépulcral qui avait survécu et qui blâmait le bannissement des autres sur le retard de Catacross. Ce dernier lui répondit simplement en bannissant son âme aussi, se débarrassant d'une pierre de coups de toute la pseudo-aristocratie d'Ossia et devenant enfin son seul maître. C'était une leçon qu'il avait durement apprise avec sa propre mort, se débarrasser des gêneurs en les laissant en première ligne. Par la suite, pendant un certain temps, tout est bien allé dans le pays des Maccabées. Mais malheureusement, Sigmar avait eu la brillante idée de réveiller Nagash, le grand nécromancien. Super idée, champion. Bon, pour sa défense, vu ce qui rôdait dans les royaumes à l'époque, Nagash semblait être le moindre mal en comparaison. Bon, depuis, Sigmar a eu tout le temps de regretter. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Très vite, Nagash s'est autoproclamé seigneur de Shaiish et a entrepris de conquérir tous ses sous-mondes. Ses légions de morts-vivants ont alors commencé à être envoyées partout. Et le hasard a voulu qu'il établisse Nagashizar, le cœur de son empire, sur le continent voisin d'Ossia. Et très vite, ils se retrouvèrent assiégés. Mais sous le commandement d'Orphéon, les défenses tinrent bon. Une armée de morts-vivants infatigables contre une armée de morts infatigables. Comme l'a dit un grand sage, la violence parfaitement symétrique n'a jamais rien résolu. Ossia pouvait tenir longtemps, mais Necros, en revanche, c'était moins sûr. Sans surprise, ces feignasses n'avaient évidemment pas d'armée. Catacross a donc ordonné leur annexion pour empêcher que leur territoire ne devienne un pied-à-terre pour l'ennemi afin de les prendre à revers. Cette défense irréductible finit par attirer l'attention de Nagash, qui décida de s'en occuper personnellement. En apprenant que le seigneur suprême des morts-vivants lui-même approchait, Orphéon a réuni toute la stratégie et la logique dont il disposait pour son prochain mouvement. Il s'est rendu à Nagashizar pour offrir sa reddition et vendre Ossia, en échange d'avoir l'opportunité de commander les armées de Nagash pour l'éternité. Oui, j'aurais dû préciser qu'il avait fait le choix stratégique le plus bénéfique pour lui-même. Et là, prenons un instant pour apprécier le niveau de sa trahison. Tout le monde savait qu'il était froid, mais là, il venait de condamner à l'asservissement toutes les âmes de son peuple, depuis l'aube de leur culture à tous ceux qui naîtront et mourront à Fleisch dans le futur. Et si ça se trouve, il est fort possible que sa résistance initiale n'était juste qu'un entretien d'embauche pour lui. Nagash était très intrigué. Orphéon était l'un des rares à avoir résisté aussi longtemps à ses assauts. Dans un premier temps, il a réservé son jugement et a entrepris de lire les bibliothèques de Catacross, où il avait consigné tout son savoir militaire et philosophique. En les lisant, le grand nécromancien reconnut en Catacross une soif de conquête similaire à la sienne lorsqu'il était immortel. Et en plus, il ne semblait même pas avoir d'appétit pour régner. Tout ce qui l'intéressait, c'était la guerre et la conquête. Donc ce n'était même pas un rival potentiel futur pour lui. Son kiff, c'était de faire des stratégies avec des pions sur une carte. Ouais, ça c'est bizarre, ça me rappelle un truc ça. Quoi qu'il en soit, Nagash prend donc la décision de faire de lui un Mortark. Il prévoit même de faire de lui le futur général de l'armée qu'il construit en secret. Le spectre d'Orphéon est alors refaçonné dans les laboratoires de Nagashizar sous la forme de sculptures d'albâtre chaïchien et enchanté par la magie du grand nécromancien, faisant maintenant de lui un demi-dieu de 4 mètres de haut, quasi invulnérable. Avec le titre de Mortark de la nécropole, il reçoit une puissante arme nommée le glaive d'Indakat, capable d'aisément trancher la pierre, ainsi que le bouclier Immortis,
qui pouvait bloquer les assauts les plus terribles. Pour se prouver en tant que Mortark et asseoir sa position, il se démarque en conquérant une dizaine de sous-mondes pour Nagash. À partir de là, ils ne rencontrèrent aucune résistance pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que soudainement, les incursions du chaos commencent à se multiplier. C'est là que le siècle rouge a commencé. Les domaines sous l'égide de l'empire d'Ossia sont envahis par des forces du grand-père Norgul. Au début, les armées éthérées de Katakros tiennent bon, mais contre toute attente, une épidémie qui affecte même les morts se répand dans ces hostes spectraux. Pour ne rien arranger, alors que le combat entre le Panthéon de l'Ordre et les puissances de la ruine atteint son paroxysme, Nagash trahit Sigmar en focalisant ses défenses sur Shaiish. Et pour le dieu roi, ça a un peu été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a poursuivi Nagash dans le royaume des morts et a tout dévasté sur son chemin. Entre en scène Orphéon Katakros, qui décide de lui faire face pour l'arrêter. Et vous savez quoi, je suis sûr que lui-même pensait qu'il avait une chance. Lui et son armée offrent tout de même une défense vaillante. Ils arrivent plus ou moins à le ralentir comme ils peuvent. Il faut essayer d'imaginer une nuée de spectres qui essaie d'étouffer une tempête. Et finalement, le Mortark se retrouve seul face au dieu roi enragé. Il se bat de toutes ses forces, mais Sigmar l'emporte. Cependant, ce dernier est lui-même surpris de ne pas réussir à briser le corps de Katakros. Ce que Nagash avait fait à son corps et son âme avait fait de lui un être quasi divin. Comme il ne pouvait pas se débarrasser définitivement du Mortark, Sigmar décida de le sceller et de le cacher dans l'une des cryptes de l'orage. Des sortes de prisons et reliquaires qui ne pouvaient être perçus par la plupart des êtres grâce à ce qu'on appelle des machines de pénombre. Toutes sortes d'armes corrompues et d'ennemis indestructibles, comme des démons majeurs, y avaient été enfermés. Katakros a été enfermé dans la crypte de l'orage, cachée près du lac de Létis, qui était situé sur la terre de Styx, la terre des dieux oubliés. Et il resta enfermé dans ces ténèbres pendant plusieurs siècles, au moins durant tout le reste de l'âge du chaos et le début de l'âge de Sigmar, soit entre 500 et 600 ans. Le premier siècle, il a dû faire des simulations de bataille dans sa tête, et le reste, il a dû faire ce qu'il pouvait pour ne pas sombrer dans la folie. Quelque chose finit éventuellement par l'éveiller, le nécroséisme. Cette vague d'énergie nécromantique a ravivé ses esprits et lui a donné la force de pousser un cri si puissant à travers Shaiish que même Nagash l'a entendu. Et lui-même a été quelque peu surpris, pour autant qu'il savait Katakros était tombé pendant l'âge du chaos. Il dépêche alors Olinder, la nouvelle Mortark du deuil, ainsi que ses processions de hante nuit, et les envoie libérer Katakros. Elle assiège alors la cité de Sigmar de Létis et le libère avec succès tout en réussissant à vaincre au passage le Célestin Prime. Orphéon est alors de retour à Nagashizar, et ce, au moment où la construction de l'armée Ossiark était enfin terminée. À peine libéré, le champ de bataille l'appelait de nouveau. Avec sa nouvelle armée, il réoccupa l'ancien empire d'Ossia et a commencé à faire appliquer la Dindos. L'empire Ossiark était né. Il a fortifié ses territoires et a aussi optimisé et accéléré la construction de ses armées. Dernièrement, durant les royaumes brisés, il a été envoyé avec Dame Olinder pour reprendre la porte de Shaiish connectée à l'Omnipoint qui était sous le contrôle d'Archaon. La porte au royaume a été reprise avec succès sous son commandement et a été fortifiée. Il a ensuite détruit des infrastructures vitales pour les forces de l'élu éternel. Il aura même tenté de prendre la Varanspire, la grande forteresse d'Archaon. Mais ce dernier est arrivé in extremis pour l'arrêter. Et à ce moment-là, Katakros, sans pression, tente un duel contre l'élu éternel. Pour remettre un peu de contexte, Archaon a vaincu Sigmar, qui lui avait déjà fait mordre la poussière sans trop d'efforts, et il avait même fendu le crâne de son propre dieu, Nagash, ce qui l'avait rendu inactif pendant plusieurs siècles. Et donc, même avec tous ces paramètres pris en compte, il tente quand même le coup. En fait, Katakros, c'est la définition du Na-Iwin. Il pense toujours avoir ses chances, même contre les dieux. Il donne beaucoup plus de fil à retordre à Archaon qu'il n'aurait pu s'y attendre, mais son corps se fait tout de même pourfendre par la tueuse des rois. Mais cette suite d'événements était dans ses prévisions. Son âme s'est de nouveau éveillée dans une pièce remplie de plusieurs nouveaux corps. Il a tout de suite commencé à se préparer avec ses généraux et stratèges pour le prochain round, en analysant les mouvements et les stratégies de l'élu éternel. En un sens, il a un peu une mentalité de joueur de jeux vidéo. Quand on se retrouve face à un boss, la question n'est pas de est-ce qu'on peut le vaincre, mais quand on va le vaincre. On analyse les patterns, les timings, etc.
Sauf que Catacross est dans cet état d'esprit constamment. Il n'est cependant pas sorti indemne de son combat avec Archaon. La tueuse des rois semble avoir affecté son âme elle-même, et il ressent encore des douleurs aux endroits où l'épée l'a frappé. Avec le temps, il a même commencé à réaliser que ses corps finissent par s'effriter alors qu'il les occupe, ce qui le force à changer de vaisseau régulièrement. Cet état de fait a provoqué une obsession chez Orphéon, celle de vaincre l'élu éternel par tous les moyens possibles. Vaincre l'ultime conquérant des royaumes mortels pour prendre sa place dans la légende. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et mettre un petit commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, considérez la rejoindre en tant que membre YouTube ou sur Tipeee, ou encore en prenant des choses que vous voulez jusqu'à moins 20% avec le lien partenaire dans la description. Ça fait d'une pierre deux coups en soutenant la chaîne. Merci pour votre soutien, peu importe sa forme, et à la prochaine.